Alors peut-être la lame avant, me semble-t-il, de la Ferrari numéro 70 a été signalée par les commissaires comme avec une fixation peut-être un petit peu trop fragile. On va le vérifier dans les prochains instants. Mesdames et messieurs, il est 8 h. Bonjour et bienvenue aux 24 heures du Mans. L'arrivée, c'est maintenant dans 6h59 minutes. Voici le rappel des positions au classement. Les Toyota mènent le bal. La numéro 7, c'est la voiture de Michael Conway, de Kamui Kobayashi et de José María Lopez. Et dans son 268e tour, et nous sommes en retard en fait. L'année en comparé à 2018, après 17 heures de course, la voiture de tête avait bouclé 279 tours de circuit. Nous sommes dans le 269e. On peut dire que bien finalement on est à moins 10 comparé à l'année dernière. Kazuki Nakajima est le pilote de la Toyota numéro 8 en deuxième position, volant qu'il partage avec Sébastien Buemi et Fernando Alonso. L'écart 2 minutes 31, l'arrêt à l'instant de la voiture de tête, la Toyota numéro 7. Conforme Marc Arnoldi au tableau de marche en quelques mots. Oui, c'est ça. Allez-y, continuez, c'est très bien. Allez, Stoffel Vandoorne a lui pris le volant de la BR Engineering alors que Fernando Alonso prend lui... non, c'est pas Fernando Alonso, pardon, puisque c'est la numéro 7. Est-ce que c'est Mike Conway pour la numéro 7 ou bien José María Lopez? Vous savez quoi, on va attendre que la voiture... C'est donc sur la numéro 7, forcément, Kamui Kobayashi qui va s'installer. Non, c'est bien Mike Conway, voilà. Avec un casque dans les couleurs plutôt inspiré à la mode Ayrton Senna au passage. Allez, retour en piste de la Toyota numéro 7, piloté par Mike Conway dans l'immédiat. Kazuki Nakajima, comme nous avions commencé à le dire, est donc en deuxième position. C'est lui qui pilote en ce moment la Toyota numéro 8, également piloté par Sébastien Buemi, Fernando Alonso. 2 minutes 32, tel était l'écart, tel est encore l'écart en ce moment, même si bien sûr la numéro 8 va repasser dans un instant, écart qui va être réactualisé pour savoir exactement quel est l'intervalle entre les deux Toyota. Une pénalité, 3 minutes de stop and go pour un choix de pneus illicite chez Rebellion a coûté à la numéro 3 la 3e place qu'occupe désormais la BR Engineering numéro 11 de l'équipe SMP Racing, pilotée par Stoffel Vandoorne en ce moment, également pilotée par les deux Russes Vitaly Petrov et par Mikhail Alshin. Elle devance de 3 secondes et demie la Rebellion numéro 3 aux mains de Gustavo Menezes. Ses coéquipiers Nathanaël Berton et Thomas Laurent. Et l'écart est de 3 secondes et demie à l'attaque des 6h56 qui nous sépare du drapeau damier. 3 secondes 8. La BR Engineering en ce moment est plus rapide que la Rebellion numéro 3, laquelle a encore 3 tours d'avance sur la voiture sœur, la numéro 1 de Neil Jani, d'André Lotterer et de Bruno Senna. À partir de la 6e place, la première des LMP2. C'est l'Orus du team G-Drive Racing, en ce moment piloté par le patron de l'équipe, Roman Rusinov, qui est associé à Job van Oeutert et à Jean-Éric Vergne. Deuxième position pour l'Alpine du team Signatec Alpine Matmut, c'est la numéro 36. Relais en cours pour Pierre Thirier, associé à Nicolas Lapierre et à André Negrao. En vous rappelant que, à défaut de pouvoir gagner la course, l'essentiel pour l'équipe Signatec Alpine Matmut et de terminer devant l'Oreca du Jackie Chan du Racing. Et l'on pivote la Porsche numéro 94 pour la rentrée dans son stand. Pivoter la Porsche numéro 94 alors qu'elle était en 30e position. À 8h04, la Porsche numéro 94 rentrée dans son stand. Et comme nous avions commencé à le dire, il est donc obligatoire pour l'équipe alpine de terminer devant l'Oreca du Jackie Chan DC Racing, avec en ce moment Gabriel Aubry qui va très vite et qui est revenu à quelques 58 secondes de l'Alpine. C'est la couronne mondiale qui est à ce prix, terminée pour Signatec devant le Jackie Chan DC Racing. En 9e position, 4e place du général avec le numéro 28. C'est l'Oreca de François Perraudot, de Mathieu Vextivière et de Loïc Duval. François Perraudot est au volant. 10e position pour la Ligier United Autosport de Phil Hanson, de Felipe Albuquerque et de Paul Di Resta. L'ex-pilote de Formule 1 est au volant. 11e position, 48, le numéro de l'Oreca du team Il-Export,
piloté en ce moment par le Sud-Américain Memo Roras, qui est associé à Paul Lafargue et à Paul Lou Chatin. 12e place du général, 7e des LMP2. L'Oreca Duquesne Engineering, piloté par Nicolas Jamin. Ses coéquipiers sur la numéro 30 sont Pierre Rague et Romain Dumas. 13e, la Ligier du team Panis Barthez Compétition. Deuxième Ligier d'ailleurs qui apparaît au classement. C'est maintenant René Binder qui a pris le relais de Julien Canal. Une voiture qui est également pilotée, rappelons-le, par Will Stevens. Le Graf Racing avec Start Objective 24 en 14e position. 9e place des LMP2. Pour aller en cours pour Vincent Capillaire. Avec Tristan Gomendi et Jonathan Hirschi. 15e place pour le Cetilla Racing Villorba Corse numéro 47. C'est Roberto Lacorte en ce moment qui pilote la Dallara italienne. En tout cas de l'équipe italienne. Une Dallara par définition est une fabrique transalpine justement. Roberto Lacorte qui est associé à Giorgio Serena Giotto et à Andrea Pellicchi. Arrive en 16e position. La deuxième Dallara d'ailleurs dans ce classement. Il y a 1 minute 30 entre les deux Dallara. Renaud, on est en train de perdre du temps bêtement là du côté de la Ford GT numéro 69 où en fait là, le filet de protection du pilote et qui doit être placé entre la portière et le pilote. Ce filet de protection a mis un peu de temps à se clipser. Le pilote n'arrivait pas à le clipser lui-même. On a dû couper le moteur puisqu'il est interdit d'avoir des mécanos qui sont sur la pit lane pendant que le moteur tourne. Donc on a coupé le moteur. Je n'ai pas bien vu quel pilote était au volant. On vient de changer de pilote sur la 69, mais vous avez une sortie de piste de la rébellion numéro 3. Sortie de piste de la rébellion numéro 3. Scott Dixon pour répondre à votre question, Thomas Bastin. Scott Dixon, sortie de piste de la rébellion numéro 3 de Gustavo Menezes. Nous sommes, alors que la voiture a fait un bon 180 degrés, peut-être un peu plus, on le reverra sans doute avec les images de vidéosurveillance. Ah là là, il n'a heureusement pas tapé, hein, c'est évident, on va dire un simple tête à queue et une voiture qui s'échoue dans le bac à gravier, alors que chez TDS Racing, on ravitaille autour de la numéro 28. Et là, j'ai envie de vous dire, ça fait partie, vous savez, des pilotes qui, ouais, effectivement, suivons bien la trace. Je crois qu'elle a dû faire un 180 degrés, tout simplement. Elle arrive, voilà. Hop là, avec un train avant, voyez, on mord un petit peu les vibreurs, déstabilisation de la voiture, avec le soulèvement du train arrière, un survirage et la voiture qui termine à gauche dans le sens de passage des voitures dans le bac à gravier du virage, en bas du virage du pont en fait. Ah là 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 là. Allez, on va vite sortir un élevateur pour évidemment extraire du bac à gravier la rébellion numéro 3, mais la voiture, sauf évidemment les petits graviers qui vont se longer partout, ponton, fond plat et ainsi de suite. Hormis le fait d'avoir donc pris un petit peu de gravier, pour le reste pas d'endommagement, tant mieux, mais là la numéro 3 vient d'hypothéquer sérieusement ses chances de terminer podium à la régulière. Dommage là pour Gustavo Menezes, sans doute quelque part emporté par la foule, on ne sait pas, par la fougue, ça c'est sûr. Après cette pénalité pour un choix de pneus, plutôt une monte de pneus apparemment hors stock pour les 24 heures du Mans. Et là on peut penser que c'est la colère qui a quelque part amené Gustavo Menezes à effectuer cette sortie de piste. Alors que là on revoit, attention, et pour les slow zones, oh là 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 là. Alors là en ce moment il faut faire attention, le slow zone ne veut pas dire que la figure qui a été en ce moment revue sur les écrans géants a été faite pendant le slow zone. Le marquage slow zone en haut de l'écran est affiché parce que nous sommes en slow zone, mais là il s'agit d'une rediffusion d'une séquence survenue un tout petit peu avant et qui n'a pas de relation cause à effet avec le passage de ces voitures à 80 km/h dans la zone qui va du virage Porsche jusqu'après le fameux virage du pont où est sorti justement la rébellion numéro 3 de Gustavo Menezes. On revient très vite au classement. D'ailleurs la scène que l'on a vue il y a quelques instants, et c'était aussi avec Idexport et avec Duquesne Engineering. Voilà l'élévateur qui arrive dans la zone des virages Maison Blanche et karting pour retirer donc du bac à gravier la rébellion numéro 3. C'est vrai que Idexport et Duquesne Engineering sont à la lutte en ce moment pour le bénéfice de la 12e position du général, 7e des LMP2. Graf Racing, l'Oreca numéro 39, Vincent Capillaire en 9e position des LMP2.
15e et 16e, nous étions arrivés aux 2 Dallara, Setila, Racing Villeurbanne Corset, Racing Team Nederland. Relais en cours en ce moment pour Roberto Lacorte et Fritz Van Herb respectivement. Marc Arnoldi, attention, image sympa avec les LMP2, ravitaillement. Et là, pas ensemble. Alors là, c'est la 30, attention, il ne faut pas confondre la 30 et la 36. Mais voilà également la numéro 48. Ouais. Ouais, ça s'est pas mal arrêté. La 28 s'est arrêtée, la 22 s'est arrêtée, la 48 s'arrête. On n'est pas en full coursiello, donc... Et on vient d'avoir aussi, messieurs, un long arrêt de la numéro 94 de Sven Müller qui est arrêté. C'est l'une des Porsche dites américaines. On sait qu'il y a l'équipement de T qui engage les 91 et 92. Et puis pour les 93 et 94, c'est l'équipe américaine, sport, si je m'abuse, Bruno, mais l'équipe américaine de Porsche GT. On s'est arrêté. Problème électronique, semble-t-il, sur cette voiture que l'on sort maintenant de la voie des stands et qu'on va relancer. C'est celle des juniors avec Sven Müller, l'ancien champion de la Porsche Caracup allemande, notamment Mathieu Jaminet, ancien champion de la Porsche, ancien champion lui aussi de la Porsche Caracup allemande et de la Porsche Super Cup, si je ne me trompe pas. C'est vraiment celle des 3 juniors, donc dans le plan Porsche Motorsport version GT qui vient de repartir, mais on a laissé, à mon avis, environ un tour dans l'aventure. Oui, Sven Müller a été vainqueur de la Porsche Carrera Cup et de la Super Cup en fait en 2016, la Carrera Cup Allemagne. Mathieu Jaminet, lui, a été vainqueur au niveau national et Denis Olsen a été vainqueur de la Carrera Cup Allemagne et deuxième de la Super Cup à l'issue de la saison 2017. Marc. Mais t'es en deux, hein, Thomas Bastin. C'est pas un tour qu'on a perdu, c'est 2. Parce que 8 minutes 28, l'arrêt de la Porsche numéro 94. Et alors évidemment la sanction elle est claire, la même chose un peu qu'avec la 92, on n'a jamais su ce qui s'est passé pendant la nuit, elle a été rentrée dans le stand pendant 20 minutes et quand c'est comme ça, c'est difficile de recoller au peloton après. Hein. C'est un peu comme vous allez chez le boulanger le dimanche matin en fait, vous prenez le croissant et puis vous dites allez remettez-en un en plus, c'est dimanche quoi. Et c'est ça, voilà. 13 à la douzaine, comme pour les huîtres. Enfin bon, on va pas aller loin comme ça. Hein. Voilà la 3. Oui, avec quelques coups de volant de Gustavo Menezes pour chasser les derniers pneus, incrustés dans les piles de pneus. Heureusement, la voie des stands est là tout de suite. Et l'on revoit ce qui s'est passé. Ouais. En sortie du virage du pont, la zone est en descente, le virage à gauche. Il mord bien les vibreurs. C'est peut-être ça qui provoque en fait un soulèvement de voiture, et notamment l'arrière qui chasse. Et la voiture qui termine dans le bac à gravier, mais qui rentre au stand. L'arrêt de Gustavo Menezes qui là va perdre le contact avec la BR Engineering numéro 11 de Stoffel Vandoorne. Pour en revenir rapidement, même si c'est important tout détailler au niveau du classement, les LMP2 et RLRM Sport en 18e position, I-Class Racing est à la 19e place, l'Arbre Compétition. La Ligier avec Erwin Creed, 20e, Inter-Europol, la Ligier du team polonais, 21e position, et United Autosport avec la Ligier numéro 32, 22e. Sur les images écran géant que voyons-nous tous ensemble. Ouais, l'équipe qui ausculte, allez-y. Oui, vous voyez probablement l'arrêt de la rébellion. On a commencé par faire le plein de carburant sur cette rébellion numéro 3. Deuxième sortie déjà, on se souvient de l'impressionnante sortie également de Thomas Laurent qui s'était fait surprendre sans comprendre. C'est ce qu'il nous avait dit par la suite, le pilote français, avec une dérobade soudaine au freinage de la deuxième chicane des Hunaudière. Ici, elle vient de nouveau une dérobade pour Gustavo Menezes, malheureusement un partout. Même si dans ces cas-là, il ne vient pas marquer de but, bien évidemment. On va essayer de changer de nouveau la carrosserie, notamment la surtout retirer tous ces petits gravillons qui peuvent constituer un vrai danger s'ils restent dans la voiture parce qu'ils peuvent endommager certains éléments, notamment il va falloir nettoyer quelque peu, vérifier que tout va bien, mais forcément là c'est peut-être un podium qui est en train de s'échapper pour cette équipe Rébellion et pour cet équipage. L'an dernier on avait eu Thomas Laurent et Gustavo Menezes qui étaient montés sur le podium en compagnie de Mathias Bech. Cette fois c'est Nathanaël Berton, le troisième homme sur cette voiture, mais cet équipage qui va désormais éprouver bien des difficultés, même si la course est encore longue. Il y a bien des difficultés pour revenir sur le podium à la régulière en tout cas. Merci Thomas. Depuis les stands, la rébellion numéro 3 toujours dans son stand, alors que même Aurora s'est reparti avec la voiture de l'écurie Il-Export. Anders Feuerbach chez I-Class Racing et Denis Olsen pour confirmer également
l'info que vous nous signaliez il y a quelques instants avec le retour en piste de la Porsche numéro 94. Et il y a aussi un élément que l'on n'avait peut-être pas rappelé, c'est l'arrêt de la Ferrari F Corset numéro 51 qui permet à la Corvette numéro 63 de repasser leader de la catégorie des GTE Pro en étant en 23e position. Et là où c'est très très important, c'est qu'en ce moment, Marc Arnoldi, on peut le dire, hein, dans le top 6 de la catégorie GTE Pro, il y a 2 minutes 6 entre la voiture leader et la 6e de cette catégorie. C'est impressionnant. Et il y a 4 marques en plus. Il y a une Corvette, une Ferrari, une Porsche et une Ford. Donc c'est bien la preuve que ça se passe bien, mais ça se passe surtout pour les pilotes d'une manière très claire. Il ne faut pas perdre de temps. Regardez Fred Makowiecki avec la numéro 91 qui travaille pour pouvoir revenir au contact. 3,51, 318 alors que devant lui eh bien on était en 3,54 ou en 3,53. Il faut essayer de grappiller les secondes une par une, éviter aussi parfois de trop se faire doubler. C'est pas facile hein, pour des gens en LMGTE Pro par exemple, comme on a l'MP2, parce que vous devez regarder les rétros pour voir les LMP1 qui viennent et puis il faut faire attention aux voitures qui sont devant. C'est une attention de tous les instants, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors là, Rébellion numéro 3 est toujours arrêtée, hein, donc elle n'était déjà plus en 3e position, elle est en 4e. Et la voici qui ressort. Attention, on ressort la Rébellion R13 numéro 3 qui va repartir alors que la numéro 1... Après un nettoyage, effectivement, c'est reparti pour cette numéro 3. Sans changement de pilote, c'est toujours Gustavo Menezes qui repart. Et on a Hugues de Chonac qui est à nos côtés. Hugues, si vous voulez bien. Voilà, merci. Hugues, ce dimanche matin, alors que tout semblait bien se dessiner pour un éventuel podium, ça se complique un peu. Il y a d'abord eu cette pénalité et puis cette sortie. La pénalité, tout d'abord, c'était quoi exactement? On n'a pas très bien compris, à vrai dire. La pénalité, c'est, je dirais, purement administratif. C'est un problème d'enregistrement de pneus qui a été fait avant le départ de la course. Et visiblement, il y a un des numéros qui est sur nos pneus qui n'a pas été enregistré. Et il y a eu une pénalité de 3 minutes sans discussion, sans qu'on comprenne. C'est la première fois que je vois ça, donc sans qu'on comprenne vraiment ce qui se passe et qui nous coûte évidemment très cher. Parce que c'est un peu ça aussi qui pousse Gustavo à accélérer. Il était derrière Stoffel Van Dorn et il devait pousser Gustavo. Mais je dirais Gustavo, on n'a pas pu lui expliquer ce qui s'est passé parce que c'est un peu incompréhensible pour lui qui était. Et c'est sûr que quand il a vu qu'il était derrière la SMP alors qu'il était devant, il a certainement pris un tout petit peu plus de risques, ce qui est normal. Mais voilà, c'est une accumulation, un mauvais début de matinée. Mais bon, il reste encore 7 heures de course, donc tout peut arriver, mais c'est un mauvais début de matinée. Alors, comme quoi, Hugues de Chonac, et vous êtes bien placé pour le savoir, décidément qu'il est difficile de faire une course de 24 heures sans aucune erreur. On dit souvent, pour briller aux 24 heures du Mans, il faut arriver à faire la course parfaite, c'est compliqué ça. Oui, on sait que les 24 heures, tant que 15 heures n'est pas arrivé, tout peut se passer et on l'apprend, je dirais, à nos dépens complètement ce matin. C'est vraiment une matinée compliquée, mais bon, il faut attendre. Alors, dernière question, et on parle déjà de l'avenir. Hugues de Chonac, on a présenté avant-hier, maintenant vendredi, le programme car, etc. Vous qui êtes très impliqué dans l'endurance à tous les niveaux, l'MP1, l'MP2, votre avis sur cette nouvelle réglementation et vos envies peut-être aussi? Je pense que c'est une bonne réglementation parce qu'il fallait d'abord une décision. La décision a été prise, il y a une direction qui a été donnée. Et puis du côté de Horeca, ça nous permet d'avoir maintenant une vision pour pouvoir trouver je dirais pouvoir monter un programme à l'avenir avec cette réglementation. L'idéal, et on imagine, ce serait de pouvoir monter un programme en collaboration avec un constructeur? Oui, collaboration avec un constructeur. Merci beaucoup Hugues de Chonac, merci pour votre disponibilité. Voilà, on est en plein dans cette édition 2019, évidemment des 24 heures du Mans, mais on pense déjà aussi à l'avenir, bien sûr, et à l'édition 2021. Vous pouvez lui dire bonjour de notre part à Hugues? Voilà.
avec de Schoenack, alors que Stoffel Van Dorn a ravitaillé pendant cet entretien. Gustavo Menezes est donc reparti. L'écart sur la voiture de Stoffel Van Dorn, quasiment 2 tours complets. On revient alors que l'on suit justement la rébellion numéro 3 sur la course en tête pour les GTE Pro. Mike Rockenfeller qui pilote la Corvette du Corvette Racing numéro 63 à 12 secondes et demie d'avance, 12 secondes 4 précisément. Sur la Ferrari F-Corse numéro 51. Rappelons que le moteur de la voiture sœur, la numéro 71, a rendu l'âme. La première Porsche 25e du général. C'est la numéro 93 pilotée par Patrick Pilet qui est à 7 secondes 9 à 8 secondes à l'instant de la Ferrari. Et derrière il y a Fred Makowiecki qui est à 7 secondes de Patrick Pilet. Lui pilote la deuxième Porsche du Porsche GT Team à apparaître au classement, c'est la numéro 91. Les 4 Ford se suivent. La 67, 27e, la 68, 28e, la 69, 29e, la 66, 30e. Relais en cours pour les pilotes suivants, respectivement Harry Tincknell, Joey Hand, Scott Dixon et Olivier Pla. Olivier Pla a 1 minute 37 d'avance sur la Ferrari Rizzi Competition qui est en 31e position, pilotée par Jules Gounon. Et on a envie de dire que la matinée se passe bien pour Rizzi Competition. La voiture paraît plus performante, plus constante qu'elle ne l'était hier, et tant mieux, mieux vaut que la courbe soit ascendante que le contraire. La BMW numéro 82, BMW M-Tech a ces 2 voitures avec la 82 32e. C'est celle de l'équipage Augusto Farfus, Antonio Félix Acosta et Jesse Crown. Relais encore pour Jesse Crown qui devance Denis Olsen avec la Porsche numéro 94 de 1 minute 35. La Porsche 33e devant la Ford numéro 85 de Ben Keating, leader. Alors que l'on va avoir une pénalité, la direction de course va en fait imposer à la numéro 43 l'Oreca, avec de nom piloté par John Farano, le Canadien engagé sous les couleurs du RLR-M Sport Tower Events, de passer par la voie des stands pour avoir en fait effectué un dépassement, mais avant, sans doute à la fin de la procédure safety car. Donc un dépassement un peu anticipé, un restart avant un drapeau vert pour la numéro 43, sanctionné pour ce fait observé par les commissaires de piste. Et vous dire qu'on a également eu 2 avertissements pour Ishikawa sur la Ferrari numéro 70, Castellacci sur la Ferrari numéro 54, et ce pour dépassement répété et donc à la fin abusif de la fameuse bande blanche de chaque côté de la piste, la route de course, ce que la direction de course ne veut pas voir. Donc voilà, un drive-through qui va être imposé également à la numéro 43 dans les prochains instants. Keating Motorsport avec la Ford de Ben Keating, leader en GTE-AM. À titre indicatif, la Porsche qui suit le numéro 92 est en GTE Pro. Elle est 12e de sa catégorie avec un retard de 40 secondes de dixième sur la Ford. Si elle dépasse la Ford, ça ne changera rien au niveau du statut de leader en GTE-AM pour la voiture du Keating Motorsport. La 36e position pour la BMW numéro 80, relais en cours pour Nicky Katzberg. Le team Project One est avec Patrick Lindsay en ce moment en piste, en route pour un podium possible en GTE-AM et pour un titre dans le FIA WEC GTE-AM. Et ça aussi c'est très important, alors qu'apparemment un marqueur de virage a été renversé à Mulsanne et que l'on signale une voiture au ralenti en ce moment dans les Nodières. Une voiture signalée dans les Nodières au ralenti. Et c'est un fait de course très important car c'est la Jackie Chan d'ICI Racing qui est au ralenti à la première chicane. Très important cette voiture qui arrive maintenant sans doute à la seconde. Oui, nous l'avons à l'image. Elle n'est pas loin de la deuxième chicane. Elle est la menace première de l'Alpine, du team Signatec Alpine Matmut dans la quête du titre en FIA WEC pour le LMP2. Qu'est-ce qui peut provoquer cette baisse de vitesse? Regardons les roues, peut-être à l'avant gauche.
s'il devait s'agir d'une crevaison, on n'est absolument pas certain. Ah, ça pourrait bien être ça quand même. Ouais, ouais. Ouais. Moi, j'ai le sentiment, Marc Arnoldi à l'avant-gauche, légère. Il faudrait que le pilote soit un petit peu plus sur la gauche de la piste aussi. Hein. Et il n'a pas de chance parce qu'en fait, il a commencé déjà son tour comme ça. Regardez, sur le premier partiel, il est déjà 10 secondes plus long que d'habitude. Ça veut dire que si c'est le cas, il est obligé de faire le tour complet. Alors, quelle est sa marge par rapport à François Perraudot qui vient avec l'Oreca du TDS Racing? Et pas sûr qu'une crevaison. Oh, regardez Pas en même sûr. temps, tiens, vous avez le fameux Polo. On l'avait signalé Voilà. il y a un petit instant, qui avait été shooté par une voiture. Voyez où il est au niveau de la piste. Et pas sûr que ce soit, c'est pareil. Ah, J'ai la un Ford doute. de 67. Alors attendez, est-ce qu'il a ensuite roulé tout seul parce qu'il y a une légère pente? Oui, forcément. Ah, bravo Harry Tincknell. On s'est dit avec ironie, hein, parce qu'on est très fan de ce que Harry Tincknell a fait pour les Ford depuis le départ. En tout cas, bon voilà, l'image montre, c'est lui qui a quand même shooté cet élément plastique. Alors on regarde la différence pour voir s'il y a une menace pour Gabriel Aubry. Non, pas pour l'instant. François Perraudot est à 4 minutes 38. Mais en fait, c'est surtout chez Alpine que l'on se dit là, on a une menace mathématique qui perd du terrain. Thomas Bastin, est-ce que l'on peut voir avec vous si Rémi Brouard éventuellement est à portée de micro chez Jackie Chan DC Racing, savoir si déjà le pilote, c'est Gabriel Aubry hein, qui est au volant, a donné une info, sans vouloir évidemment trahir le domaine du confidentiel, alors que deux voitures entrent au stand, dont une Porsche et une Ligier du team Panis Barthez compétition. Les commissaires de piste et la direction de course avec la vidéosurveillance informent que la voiture est bientôt visible à Indianapolis. Oui, elle a même dû passer le virage d'Arnage d'ailleurs. On a vu le drapeau blanc. On va guetter cela avec la vidéosurveillance. Est-ce qu'elle a passé le virage Porsche? Pas encore. Alors Bruno, je ne sais pas quelles infos vous avez déjà eu ou donné, puisqu'on était en discussion aussi dans le stand Ferrari, mais du côté du Jackie Chan DC Racing, c'est une crevaison hein, pour l'instant, Ah oui, qui bon. ralentit Gabriel Aubry. Donc, Elle doit être crevaison, lente, il faut alors. revenir. Oui, crevaison lente, l'objectif étant de revenir au stand à la fois le plus rapidement possible, mais pas trop vite non plus, pour ne surtout Bien pas sûr. détruire la structure du pneu et avoir un pneu qui se Qui serait dévastateur défait, pour en la fait, carrosserie. qui part ouais. en lambeaux et qui détruit la carrosserie. Alors est-ce que c'est... Alors c'est peut-être l'avant-gauche quand même. C'est peut-être l'avant-gauche. David Waldron. Well, thank you, Bruno. Good morning, everybody. Welcome back to the circuit for the closing hours of the 87 Le Mans 24-hour race. And the main incident that has happened, or in fact is just happening at the moment, is the problem that has hit car number 38, which is the Jackie Chan DC Racing Oreca, which is in the running for the World Championship. It's lying second at the moment, and the nearest rival to the Signatech Alpine. But unfortunately, this car seems to have suffered a slow puncture on the left-hand front, so it's losing a lot of ground as the driver brings it slowly back to the pits. Les passages par les stands et les retours pistes. René Binder chez Panis Barthez compétition. 8e LMP2. Roberto Lacorte pour la Dallara Settila en 10e position de l'LMP2. John Farano pour l'Oreca RLRM Sport Tower Events en 14e position des LMP2. Fred Makowiecki pour la Porsche numéro 91 qui est en ce moment 4e des GTE Pro à 1 minute 12 de la Porsche de Patrick Pilet. Arrêt pour la Ford numéro 68. Et la voilà, la voiture de Gabriel Aubry. L'arrêt de l'Oreca du Jackie Chan DC Racing numéro 38 qui n'est plus dans le tiercé de tête de la catégorie LMP2. François Perraudot est dans le tour qui lui permet justement de passer devant. 21 ans en fait Gabriel Aubry.
Thomas Bastin. On va avoir un changement de pilote puisque c'est Ho Pin Tung, le chinois des Pays-Bas, qui dans quelques instants va prendre le relais. On va essayer d'avoir évidemment Gabriel Aubry, crevaison, encore une du côté du Jackie Chan des Racing, c'est ce qu'on disait, on n'a pas trop de réussite, si ce n'est évidemment il y a 2 ans, mais on a souvent des crevaisons ici au Mans. Alors est-ce qu'il y a l'une ou l'autre bonne raison? C'est toujours difficile de savoir. Et on a également eu des drapeaux jaunes à Mulsanne. Mais la vidéosurveillance nous indique rien. En tout cas au niveau d'un incident en voiture. Donc s'il y a eu double drapeau jaune, on va quand même bien s'en assurer. Ah, est-ce que c'est quand même pour... Oh oui, c'est à mon avis pour retirer justement ce plot plastique. Pour le marquage évidemment de la route de course. Oui, je pense qu'il n'y a pas d'autre incident. Voilà, effectivement, il a dû être retiré puisque la vidéosurveillance nous permet de constater que ce cylindre vert et couronne blanche n'est plus sur la chaussée, enfin sur la piste. Voilà, ils ont été retirés. Ces drapeaux. Il est 8h30, un flash classement, les 2 Toyota, la 7, la 8 séparés d'1 minute 26. Pilote à la 7 en ce moment, Mike Conway, la 8, Kazuki Nakajima. Première LMP1 non hybride, la BR Engineering numéro 11 de Stoffel Van Dorn, qui devance de 2 tours la mieux placée des rébellions, la numéro 3 avec Gustavo Menezes. SMP a perdu une voiture, Rébellion a ses 2 voitures, les BR Engineering, 3 voitures au départ, une toujours en course, puisqu'il faut également se souvenir que la numéro 10, Dragon Speed, n'est plus là. Les LMP2, G-Drive en tête, le russe numéro 26, Roman Rusinov, qui devance de 3 minutes Pierre Thierry avec l'Alpine numéro 36. Ho Pin Tung est reparti. Alors, François Perraudot était dans le tour qui devait permettre l'installation de l'Oreca TDS Racing en 3e position, à la condition de passer à temps à hauteur du stand du Jackie Chan DC Racing. Et il s'en est fallu de peu, mais au contraire de ce que l'on assume avoir dit à l'instant, à savoir en fait que François Perraudot était passé à temps. Eh bien non, finalement, il lui a manqué 15 secondes. Alors que l'Aston Martin numéro 90 a pris l'échappatoire à l'instant, image rediffusée sur les écrans géants dans la 2e chicane des unes d'hier. Et Ho Pin Tung va devoir défendre la 3e place en LMP2 avec une menace François Perraudot et TDS Racing. Écart à 8h32 minutes entre les 2 voitures en lutte pour le podium de l'LMP2. 14 secondes et demie. La première Ligier est une United Autosport. Elle est en 10e position. Phil Hanson, la pilote, est parmi les équipages coup de cœur, même si en effet tous le sont. Alors que là, on a sorti carrément les rivets pour fixer des capots de voitures un petit peu fatigués. C'est le cas pour la Ferrari numéro 70 du Team MR Racing. Donc le team du Ken Engineering est en ce moment en 11e position, alors qu'on est en train de se remettre dans le rythme chez Toyota, comme chaque matin avec les messages derrière. Regardez de tous les supporters de partout à travers le monde. Voilà, genre de flash mob. Oui, tout YouTube. On devrait réinventer un certain générique. Voilà, Véronique et Davina ont été invités évidemment chez Toyota Gazoo Racing. Ça marche bien. Allez, encore quelques places au niveau du classement avant de retrouver quelques messages. Le Graf Racing, Sauvan 4, 14e position. Corvette en tête des GTE Pro. 16 secondes l'avance de Mike Rockenfeller sur Daniel Serra. Karl Bamber est en 3e position. Keating Laford en tête des GTE1. Thomas Bastin. Oui Bruno, avec Gabriel Aubry à nos côtés, qui vient de sortir, forcément très, très déçu de cette Oreca Jackie Chan des Racing. Gabi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une crevaison dans le dernier virage, je suis sorti de la dernière chicane Ford. L'alarme s'est allumée, on m'a dit de rentrer, j'étais déjà lancé sur le tour et il me restait environ 60 grammes de pression dans les pneus. Et il faut faire 13 km comme ça à 110, 60. Difficile de gérer aussi pour pas que le pneu se désagrège non plus. Ce qui est terrible, c'est que c'est les démons de l'année dernière. On a eu une explosion, le pneu qui a explosé à 320. Tout de suite, on a des souvenirs de ce moment-là. Donc tu ne veux pas éclater le pneu et surtout éviter de faire un petit problème, un plus gros problème. Alors, on vous a vu sortir, Gabi, avec un body language de sortant de la voiture. C'était dur quand même. On voit que vous avez reçu un coup. La bagarre n'est pas finie pourtant. Forcément c'est dur, on fait
Depuis le début de la course, on fait que enchaîner les coups durs un petit peu entre les safety cars, maintenant une crevaison. Je pense qu'on a une mauvaise étoile au-dessus de nous, mais on verra si la chance tourne de notre côté dans les prochaines 6 heures. Oui, on rappelle évidemment Gabriel Aubry qui est en guerre pour le titre de champion dans la catégorie LMP2. Merci beaucoup à Gabriel Aubry. On vous laisse en compagnie notamment d'Eurosport et de Guinelle Longy puisqu'elle est à l'attente également. Et nous, on se retrouve pour d'autres infos depuis dans quelques instants. On va observer une pause pub sur les écrans juste après avoir informé de l'arrêt ravitaillement de la Corvette. Et comme chaque fois, l'arrêt de l'une favorise le passage ponctuel de l'autre en tête de la course, alors que rentre au stand Kazuki Nakajima avec la Toyota numéro 8. La Ferrari F-Corse numéro 51, Daniel Serra profite de l'arrêt ravitaillement de la Corvette, reparti avec Mike Rockenfeller qui devance Hial Bember et la Porsche numéro 93 qui est ravitaillée également. On vous reste avec nous, il est 8h35. C'est chouette d'être ensemble. À tout de suite. Notre message à suivre à 8h38. Et décidément, on aime ça, les sensations en karting. Regardez ces images aussi. Voilà, le karting qui vous accueille sur le circuit international, le karting du Mans, le circuit Alain Prost également. Il y a même un circuit junior. Et ce week-end, profitez de navettes gratuites pour vous y rendre. Et c'est vrai que c'est toujours sympa. Et même un soir, sortie de boulot, week-end, en solo, en duo, en association avec des collègues, en comité d'entreprise. Allez-y. Et puis avant de partir du Mans, ce soir, mais bien après le podium, avant cela, passez par les différentes boutiques du circuit, et notamment la boutique 24 heures du Mans, dépositaire de la ligne Golf et de la collection mythique.
devenez membre de l'ACO et profitez bien entendu de conditions d'accueil exclusives, tarifs préférentiels, y compris pour les 24 heures du Mans. 3 jolis sites vous ont accueilli, vous accueillent encore ce dimanche. Évidemment, dans la tribune 17, prolongement du siège de l'ACO, à Maison Blanche également, le nouveau bâtiment aménagé vous accueille. Et puis dans le virage, dans la zone du Tertre Rouge et même, je dirais, de la Chapelle, par rapport au circuit Bugatti, cette zone-là a été aménagée avec un très beau dispositif, rien que pour vous. Oh, que se passe-t-il? On a une petite figure peut-être à l'analope. Et la Ferrari numéro 54 de Thomas Flor, Francesco Castellacci et Giancarlo Fisichella. Thomas Flor parti en tête à queue. Dommage pour une voiture qui avait un moment réussi avec Giancarlo Fisichella en particulier en début de course à bien se montrer, mais malheureusement quelques petits écarts de trajectoire trop souvent répétés ont finalement déjoué la stratégie de l'équipe Spirit of Race et surtout n'ont pas permis aux pilotes de rester dans le haut de tableau. Ils sont pour l'instant 8e du classement des GTEM, catégorie dominée par la Ford numéro 85 que pilote en ce moment Ben Keating. Mike Conway, Marc Arnoldi s'est donc arrêté là pour un ravitaillement. Oui, il est arrêté, toujours. Mike Conway, c'était un ravitaillement normal, voilà, il repart. Mais je commençais à compter les secondes, je me disais tiens, on est arrivé. Ouais. Bon, mais c'est bon. On va voir exactement combien de temps, 1 minute et 4 secondes, donc ça va. C'est exactement le tableau de marche normal et Mike Conway repart. 7, 8, 11, c'est le tiercé. Oui. Et les images caméra embarquées, on va le dire, juste avant de retrouver David Waldron avec la Porsche numéro 92. Lorenz Vanthoor au volant nous ont permis de voir qu'il y a déjà pas mal de monde dans le virage de Mulsanne. À Indianapolis, tiens également, mais là on va changer de plan avec ce monsieur qui essaie de trouver un petit peu de sommeil. On a l'impression qu'il pilote tout en dormant. Là, vous voyez, regardez, il est en train de rêver qu'il pilote. Ou plutôt qu'il est en train de serrer une roue, je sais pas, un des deux. Comme ouais, non, serrer une roue, bon, je m'attends à pas à la pêche, pas celui des 24 heures du Mans. Simplement, il faut avoir à la pêche, comme Patrick Delcroix, tiens, que l'on va saluer. David Waldron, c'est à vous, cher ami, good morning, il est 8h43, et avec vous, c'est l'instant de saluer également tous ceux qui, bien sûr, comprennent la langue anglaise et vous leur souhaitez un bon réveil de notre part et dire que l'on est très content de voir une très bonne fréquentation déjà ce dimanche matin. Température agréable en ce moment, on peut le dire, David, il fait 15 degrés 6. Si vous mettez la main sur la piste, la température est des 18 degrés 9. Okay, Bruno, thanks very much indeed. And ladies and gentlemen, welcome back to the track for the closing hours of the Le Mans 24-hour race. Temperature is almost 16 degrees. On the track it's about 18. So come back and watch the closing hours, because at Le Mans the circuit never sleeps, and you will probably see more incidents before the checkered flag falls at 3 o'clock this afternoon. Well, as things stand at the moment, up front it's still... Oui, on a juste eu avec cette image une BMW qui a légèrement tassé. On va revoir l'image. Je crois que c'était l'Oreca TDS Racing dans les Naudières. Alors regardons la scène. Voilà, vous avez la BMW, la Ford et en fait le pilote de la BMW est impressionné par le retour de Mike Conway et je pense qu'il a vraiment voulu bien faire, mais malheureusement il faut regarder dans les deux rétros et à gauche il y avait François Perraudot. Il a dû y avoir forcément, à mon avis, quelques rayures sur le bord gauche. Je pense que c'est la numéro 28 qui a été la voiture légèrement tassée, mais sincèrement on n'est pas jugé parti, mais le pilote de la BMW ne l'a pas fait exprès, parce qu'il a voulu aussi favoriser le passage de la Toyota qui était sur la droite. L'arrêt de la Ligier numéro 50, on va juste regarder, David, une autre LMP2 qui arrive, mais à mon avis c'est la 28 qui a été la voiture de l'écurie TDS Racing, en pleine bagarre en ce moment pour le podium, qui a dû être rayée sur le bord gauche. Là, on ne peut pas le voir puisque nous voyons quand la voiture au stand s'arrête le côté droit, mais allez, grosse frayeur, mais plus de peur que de mal, et tant mieux. Okay, so we nearly saw an incident there as the number 7 Toyota came up to lap some of the midfield contenders. BMW moved out of the way to give Mike Conway room to pass, but unfortunately he, I think, probably scraped the sides of the TDS Racing Oreca. But anyway, as I was saying, at the front the battle is still between the two Toyotas, number 7 and number 8.
for the overall lead, with Mike Conway at the moment in number 7 leading the race, followed by Kazuki Nakajima in number 8, who is 1 minute 37 seconds behind. And in third place, car number 11, the SMP Racing BR1, Stoffel Vandoorne at the wheel, currently 4 laps behind the leaders. The other SMP car went out during the night, number 17. It crashed out, in fact, and was unable to continue. In the LMP2 class, we still have number 26 in the lead, the G-Drive Racing Auris, Roman Rusinov at the wheel. This car basically has led for, well, for what? For about the last 10 hours or so. And in second place, car number 36, the Signatec Alpine Matmut Alpine, Pierre Thirier at the wheel. And this car at the moment is in the running for the World Championship title in this category, in the P2 category. And as things stand, they're looking pretty good, because their closest rival, number 38, the Jackie Chan DC Racing Oreca, with Ho Pin Tung in the car, suffered a slow puncture and had to crawl all the way around the track, all 13.626 kilometers from the pit area to the pits again, because they had passed the entrance to the pits when the problem was noticed. So I would say that at the moment, barring well, unforeseen circumstances, Signatec Alpine is looking pretty good. In the LMGTE Pro category, at the moment, it's car number 51, the AF Corse Ferrari of Daniel Serra, that's in the lead, but this is basically due to the refueling stop of the car that was previously in front, the number 63 Corvette Racing of Micah Rockenfeller, who at the moment is around about 54 seconds behind, but they are swapping the lead depending on the refueling stops. In third place, car number 93, the Porsche GT team of Earl Bamber, and then we come to the GTE AM category, which is perhaps the success story of the 87 Le Mans 24 Hours, because the Keating Motorsport Ford GT with Ben Keating at the wheel at the moment, which actually has just come in for a stop, number 85. There's going to be a driver change, is leading this category. And it is really a feather in the cap of Ben Keating, because he put this program together, went to Ford Motorsport, said he wanted to run one of their cars in the amateur category, and as things stand, he is leading, and again, he seems to be well placed. Now, if he does win the LMGTE AM category, hopefully this will be an encouragement to Ford Motorsport to continue the Ford GT program, because it would seem that the car's possibilities are far from being exhausted. In second place in this category, we have car number 56, the Team Project 1 Porsche, Patrick Lindsay at the wheel. In third place, JMW Motorsports Ferrari, Riccardo Baptista at the wheel. And for those of you who have been following the Kessel Racing Ferrari number 83, which has got the all-ladies team 83, Manuela Gostner, Rael Frey and Michelle Gatling, and at the moment they are currently lying in 46th place. So we have approximately 6 hours and 15 minutes left to the end, so stay with us, because Le Mans always produces the odd twist, and I'm sure we'll see several before the end of this race at 3 o'clock this afternoon. Restez avec nous, disait David Waldron, et nous sommes dans la pit lane notamment avec les acteurs comme toujours, et notamment François Perraudot qui vient de sortir de l'Oreca du TDS Racing, la numéro 28. Bien évidemment, François, on veut sortir un peu essoufflé de la voiture. Ah ouais, c'est physique quand même, hein. Surtout quand c'est du sport, hein. C'est du sport, et puis bon, j'ai pas forcément la même préparation que les pros, donc évidemment je roule un peu moins, mais ça reste compliqué. Alors c'était comment ce matin? Vous avez donc fait un peu le lever du jour, en tout cas malgré tout. On dit toujours que c'est un moment un peu magique, c'est la Magic Hour du Mans. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on appelle les happy hours. Moi personnellement, c'est mon moment préféré de la course. Il y a un peu moins de trafic, c'est plus fluide, il y a du grip, et ouais, c'est que du bonheur. C'était beaucoup moins compliqué que mon premier relais où j'étais lâché au milieu des sauvages parmi les pros, donc là ça a été compliqué, et puis après c'était un petit peu mieux. Alors François, on le sait, hein, selon la réglementation, chaque pilote doit faire au minimum 6 heures. Est-ce que vous avez déjà fait vos 6 heures, ou est-ce qu'on vous reverra au volant de cette numéro 28?
Non, pas encore, donc vous me reverrez. Voilà. Encore combien de temps? Je sais pas, encore 1h30, 2 heures, quelque chose comme ça. Encore un bon double relais, triple relais par exemple. Au moins. Voilà, il va falloir de nouveau aller s'éponger un peu, prendre de la force, se faire masser. Et on le reverra en 2020. Et revenir en 2020, bien sûr, mais François qui a annoncé, je pense qu'il reviendra l'an prochain dans la catégorie GT, c'est bien ça? C'est ça, un retour en GT avec Manu Collard. Donc pour moi c'est surtout important de rouler avec mon grand copain. Donc voilà, c'est 24e, 24 heures du Mans. Et puis quant à moi, une auto dans laquelle je me sentirais peut-être un peu plus à l'aise par rapport à ces machines de guerre que sont les LMP2. Ça va vraiment vite là, une LMP2, parce qu'il faut se rendre compte, hein, on le rappelle, dans cette catégorie, on a des gentlemen drivers. François, il travaille toute la semaine, à part la semaine du Mans, quand même celle-là c'est la semaine de congé, mais on travaille toute la semaine et puis de temps en temps, effectivement, on monte dans ces bolides LMP2 qui donnent des sensations extraordinaires, mais ça va très vite, on est en dessous de 3,30 pour les meilleurs ici au Mans. Comment est-ce qu'on peut se préparer quand on travaille le reste du temps aussi, qu'on est un businessman sur le côté? Un peu de sport et puis surtout, il n'y a qu'une seule préparation qui vaut, c'est la pratique. Donc des tests, des courses, en faire le plus possible. Alors évidemment, c'est pas évident parce que la réglementation ne permet pas forcément avec un nombre maximum de journées tests. Et puis comme tu l'as dit, en ce qui concerne les amateurs, on a un métier, donc pas toujours évident. Mais c'est un vrai plaisir. Voilà, ben retour l'an prochain en GT, c'est toujours un plaisir évidemment d'avoir François Perraudot qui fait partie de ses fans. Merci François, le pilote breton, hein. Non il n'y a pas, s'il était où le... J'avais vu le... Voilà, il est là. L'emblème évidemment de la Bretagne représenté via François Perraudot. Merci François. Merci. Oui, François Perraudot avec Opintung qui devance en fait l'Oreca du TDS Racing d'une minute 31. Alors en fait, pour les personnes qui ont les écrans en classement, l'excellente interview de Thomas Bastin permet pour une fois de vérifier. Et vous pouvez peut-être d'ailleurs, au passage Thomas, je sais que vous avez le retour radio avec vous. Apparemment, le pilote qui est à bord de l'Oreca TDS, qui s'est fait un petit peu tasser il y a quelques instants, n'est pas François Perraudot puisque vous l'avez eu à votre micro, mais on a mal switché l'identité du pilote qui est en relais chez TDS Racing. C'est Loïc Duval, je pense. Alors, je pense ou c'est lui? Là, on peut pas le dire. Je suis sûr à 99%, mais on va vérifier. D'accord. Et donc dans ces cas-là... Non, je vous confirme, c'est Loïc Duval. Son casque, effectivement, vous savez qu'il y a un endroit où les casques sont stockés entre les relais, et c'est bien le casque de Loïc Duval qui manque à l'appel, et pour cause, puisqu'il sert de couvre-chef à son pilote, à l'ancien champion du monde d'endurance, qui est actuellement au volant de la numéro 20. Très bien, donc c'est Loïc Duval tout à l'heure qui a été un petit peu tassé le long des rails et non pas François Perraudot. Et bonjour à l'équipe du live text de Le Mans.org qui a repris justement cette citation. L'année prochaine, je reviendrai en catégorie LMGTEA. Oui. Je pense quand il y a eu le problème avec le pilote qui a été tassé, c'était François Perraudot dans son tour de rentrée en fait. Hein. D'accord. C'était vraiment dans son tour de rentrée. Il est rentré directement après. C'est vrai qu'on lui a pas parlé de cet événement. J'espère que j'ai bien reconnu la voiture parce que il y avait beaucoup d'ombres portées. J'étais en conditionnel, mais après tout, on peut encore, si François est pas loin de votre micro, y revenir un instant pour avoir d'abord confirmation que c'était bien lui, parce que j'étais vraiment conditionnel. C'était pas évident de reconnaître cette voiture par rapport au cadrage caméra, pourtant excellent avec les moyens. C'est comme vous pouvez effectivement le faire, enfin en fonction de vos possibilités techniques. Et si François est à portée de micro encore une fois. Thomas, la 57 n'a pas respecté la dernière procédure solo zone. Alors peut-être une vitesse excessive, 10 secondes de pénalité pour la Ferrari du team Car Racing de Takeshi Kimura, de Keiko Zolino et de Com Ledogar qui occupe en ce moment la 42e position du classement GT1, Marc Arnoldi. Sur les écrans, on voit l'arrêt du leader en catégorie LMGTE Pro qui ne va pas le rester puisque la Ferrari AF Corse va laisser passer la Corvette numéro 63. Voilà, Bruno, on a récupéré effectivement François. Bruno se posait une question. Dans votre tour de rentrée, apparemment, vous auriez été un peu tassé, c'est possible? Ouais, il y a une BMW qui est venue me faire un petit bisou matinal. Je pense qu'elle se battait avec la Ford, qu'elle allait la doubler par la droite. Il y avait les drapeaux bleus à droite. Mais bon, évidemment, c'est ce qui fait l'endurance. Hein. Je pense que le pilote de la BM était plus occupé à bloquer la Ford qu'à regarder où j'allais passer. Du coup, je suis passé à gauche et il m'a tassé un petit peu. Et en fait, c'était pour laisser passer la Toyota numéro 7 en fait, aussi. Il laissait passer la Toyota, apparemment, qui était derrière vous aussi. Donc on avait 3 catégories présentées. La Toy était bien derrière. Lui, il se battait avec une autre GT. Mais bon, c'est pas grave. Il y a eu un petit contact, mais à mon avis, rien de cassé. Voilà, petit contact, mais rien de cassé, vous l'avez entendu, Bruno. Ouais. Non, mais
François est pilote, hein, son jugement est au-dessus d'une autre clairement, mais je pense aussi qu'on n'a pas voulu gêner. Il y a tout un concours de circonstances avec la Toyota qui a quand même pu avoir, je pense, une petite influence à ce moment-là, compte tenu en plus de la position vraiment sur la droite. Un peu comme si la Toyota avait circulé sur la bande d'arrêt d'urgence à ce moment-là, en revenant sur les 3 voitures qui étaient devant elle, la BMW, la Ford, en effet, l'Oreca TDS et la Toyota sur la droite. Mais tout s'est bien passé, c'est ce qu'on disait à ce moment-là. Un petit coup de chaud, une frayeur matinale, plus de peur que de mal, et évidemment, tant mieux. Marc Arnoldi, on va revenir sur le retour de la Ferrari tout d'abord, oui, c'est vrai, qui a donc repris la piste et le tiercé de tête. Oui, le tiercé de tête, mais laissez-moi juste avant vous dire, parce que c'est toujours bien des voitures qui peut-être s'illustrent moins dans le classement, mais qui veulent montrer qu'elles sont toujours là, toujours vaillantes. Regardez, Andrea Piccini, il est avant-dernier, il est 49e, mais ben, ça fait rien, il est là, il remet son ouvrage sur le plan de travail. 3,53 472, c'est le meilleur temps de Andrea Piccini avec la Ferrari du Kessel numéro 60. Thomas? Oui, Marc Arnoldi avec Jack Lecomte à nos côtés, le patron évidemment emblématique de l'équipe L'Arbre Compétition. L'Arbre engagé avec Ligier, la numéro 50 comme d'habitude d'ailleurs. Jacques, comment ça se passe vos 24 heures du Mans avec un équipage, on peut le dire, vraiment d'amateurs, et c'est aussi toute la beauté aussi de cette course, c'est de se retrouver avec 3 gentlemen comme vous avez là. C'est de travailler au meilleur équilibre, et même sur leur performance, même ces pilotes doivent en garder un petit peu en sécurité, donc il faut qu'on ait vraiment, et c'est ce qu'ils font, des temps très homogènes, sachant que forcément pour nous c'est une course d'usure, mais nous n'avons perdu que très peu de temps, quelques petits problèmes techniques sur la carrosserie suite à un contact, mais un petit problème de pneumatique en début de course, mais autrement le plan de course est très bien respecté, et si ça peut encore dérouler sur les 6 dernières heures qui suivent, pour nous ça sera une bonne place pour la super finale, pour notre classement au championnat du monde. Et satisfait donc pour l'instant la prestation de l'équipe. On l'a dit, c'est la super finale de la saison du championnat du monde. J'imagine qu'on pense déjà à l'avenir. Du côté de l'Arbre Compétition, quels sont les projets pour la suite? Eh bien, toujours dans l'optique d'emmener de jeunes au plus haut du sport automobile. On a toute une série de 7 au mois de juillet, et on va essayer de repréparer une saison pour l'année prochaine avec de jeunes pilotes. Jacques, on vous a vu ces dernières années à la fois en GT, parfois en proto. On peut dire qu'entre les deux, le cœur balance, ou vous avez quand même une préférence? Oui, le programme GT Pro serait quand même quelque chose qui serait la récompense pour notre équipe d'une carrière et tout un parcours. C'est un peu ce à quoi on essaye de travailler. Si tant est qu'aujourd'hui le LMP2 a une telle performance chronométrique en piste que c'est captivant pour les pilotes de conduire de telles autos. En tous les cas, c'est intéressant, et vive le Mans. Vive le Mans. Merci beaucoup à Jacques Lecomte, le patron de l'équipe L'Arbre Compétition, qui engage Erwin Creed, Romano Ricci et l'américain Nicolas, alias Nick Bull, bien évidemment. Oui, ça fait plaisir de l'entendre. C'est d'ailleurs l'américain Nick Bull qui est au volant de la Ligier. L'Arbre Compétition continue avec des chronos toujours plus vite, Marc Arnoldi. Mais oui, Tristan Gomandi, 3,29 175, c'est bien. Non seulement c'est bien, c'est le meilleur temps que l'Oreca du Graf Racing numéro 39 est déjà réussi depuis le départ. Qu'est-ce qu'il cherche, Tristan Gomandi? À diminuer la différence évidemment avec celui qui est devant lui, puisqu'il est 9e en LMP2. Il regarde la voiture du Panis Barthez Compétition qui est devant à 1 minute 35. Pourquoi pas? D'autant que lors de son dernier passage, René Binder est passé en 3,36 et lui en 3,29. S'il continuait à diminuer de 7 secondes par tour, là il pourrait avoir d'autres rêves. Tristan Gomandi qui donc réalise le meilleur temps de la voiture depuis le départ.